Chercher plus loin là où il faut pas. Salut Natacha, tu vas bien? Bonjour, ça va, merci. Salut Natacha. Ah ben Salut Alain. voilà. La Collie aussi, Clarisse, yes. On trouve tout le monde. Oui, hein, c'est génial. Salut Eh à bien, tous. écoutez, voilà, bienvenue donc à cette masterclass, deuxième, deuxième partie sur 8 de devenir une personne d'influence ou comment jouer un rôle positif dans la vie des gens. Alors, je veux faire un rapide rappel par rapport euh, au trajet que l'on va faire. La semaine dernière, on a parlé de l'intégrité avec les autres. Aujourd'hui, nous allons parler de nourrir les autres et faire confiance aux autres. Et puis, comme vous le voyez, il y a encore d'autres chapitres, être à l'écoute, comprendre, élargir les horizons, naviguer, être en contact, responsabiliser et surtout reproduire. Petit rappel de la semaine dernière et j'oserais dire de l'élément qui guide en fait tout ce parcours ici pour devenir une personne d'influence. Pourquoi l'influence est importante? Parce que le leadership, c'est l'influence. Et que donc plus vous augmentez votre influence, plus vous augmentez votre leadership. Et donc ce sont deux, deux éléments importants. L'influence et le leadership sont vraiment liés ensemble. Et vous allez comprendre très vite avec les éléments suivants. On en avait parlé la semaine dernière. On avait parlé des 5 niveaux du leadership. Pour rappel, le premier, c'est la position, c'est le titre, les droits avec, comme on dit chez nous en Belgique. Euh, c'est le fait que je me prends un plaisir de vous rappeler que c'est moi le chef et que j'ai des droits et vous avez juste le droit de me suivre. C'est-à-dire que vous me suivez parce que vous n'avez pas le choix. Il y a le deuxième niveau qui est la permission, où là, eh bien, j'établis des relations. J'établis des relations avec vous parce que j'ai compris que dans un environnement, eh bien, on vit en communauté et que c'est être avec les autres et d'établir des relations avec les autres qui va faire que on va pouvoir progresser, avancer. Et là, à ce moment-là, vous allez me suivre parce que vous en avez fait le choix, ce qui est très différent. Le troisième niveau, la production, là, eh bien, je vais produire des résultats. Je vais donc contribuer en tant que leader au succès de l'équipe, au succès de l'organisation, en démontrant que c'est pas juste avec Yaka il faut tu dois que l'on gère, c'est pas juste en étant copain, mais c'est aussi en apportant réellement une implication dans l'histoire. Et là, vous allez avoir envie de me suivre parce que j'ai contribué, donc j'ai accompli des choses. Le quatrième niveau, c'est le développement des personnes. Et là, c'est le début de la reproduction. Et là, vous allez être intéressé de me suivre parce que tout d'un coup, eh bien, j'aurai identifié dans le groupe des personnes qui ont les qualités, les compétences pour pouvoir aussi prendre des responsabilités, avoir un rôle de leader. Et là, je vais les aider justement à grandir. Et donc, non seulement ces personnes-là, mais tout le reste de l'organisation va me suivre parce que j'aurai fait quelque chose pour vous ou pour les membres de l'organisation. Et, euh, et vous savez que ben, si je reproduis un leader, je peux en reproduire d'autres et donc ça pourrait un moment tomber sur vous ou tout simplement vous êtes impressionné par cette capacité, cette volonté de vouloir améliorer le niveau de leadership dans l'organisation. Et alors le dernier niveau, c'est le sommet, c'est le respect. C'est le respect parce que on va me respecter pour qui je suis et pour ce que je représente. Alors dans la vie d'aujourd'hui, euh, des leaders de position 1, il y en a aussi nombreux qu'il y a de poissons dans un banc de poissons. Des leaders de permission, il y en a, ils sont moins nombreux que les bancs de poissons, mais il y en a. Des leaders de production, il y en a aussi, mais ils sont encore moins nombreux.
il y a une majorité de leaders qui ont évolué, qui sont parvenus, pour les meilleurs d'entre eux, à arriver à un niveau de reproduction. Ils sont très rares, ceux qui sont au niveau du sommet du respect, parce que c'est plus une quête d'une vie qu'un statut d'un moment. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière en termes des 5 niveaux de leadership. Je vous avais aussi parlé des niveaux d'influence, et ils sont au nombre de 4. Il y a modeler, et modeler, on en a parlé la semaine dernière au travers de l'intégrité, et puis il y a motiver, on va en parler cette semaine-ci notamment, avec nourrir et faire confiance. On va en reparler encore la semaine prochaine. Le niveau d'après sera mentoré, ça ce sera pour un peu plus tard, et puis multiplier, ce sera la dernière ou les 2 dernières sessions de cette masterclass, si vous me faites l'honneur quelque part de vouloir m'accompagner jusqu'au bout, ce qui serait vraiment très chouette, mais libre à vous. Alors, la semaine dernière, on avait parlé aussi d'intégrité. C'était de l'intégrité avec les autres, hein. On avait parlé du fait que c'était un travail d'intérieur, qu'on doit se poser aussi des questions pour mesurer notre niveau d'intégrité, hein. Est-ce que l'on a une attitude différente en fonction des circonstances, par exemple? Que le bénéfice de l'intégrité, c'est la confiance, et que le bénéfice de la confiance, c'est l'influence. Et voilà que on ferme la boucle, hein, du sujet de ce livre. Eh bien oui, ou de ce programme, c'est bien l'influence. Et donc l'influence, eh bien vous allez l'inspirer parce que vous êtes une personne intègre, que vous inspirez confiance, et donc que l'on va vous donner le droit de nous influencer. Alors cette semaine-ci, eh bien, nous allons donc parler de nourrir. Mais nourrir, je ne vais pas vous parler de vous donner ici des poissons, mais quoique, on pourrait très bien prendre encore cette image-là, mais c'est de nourrir votre âme, c'est de nourrir votre personnalité, c'est de nourrir votre développement. C'est de ça dont on va parler. Et on peut donc en effet se poser la question de comment est-ce que l'on peut nourrir les autres, de quelle manière est-ce que vous sentez que vous êtes nourri par quelqu'un qui vous inspire et qui vous influence. Eh bien, vous allez en effet avoir cette perception parce que vous aurez ressenti que vous aurez reçu des encouragements. Je vais éventuellement, pour ceux qui ont des enfants, ou qui ont eu la charge d'enfants, éventuellement d'autres, eh bien, si vous vous rappelez, quand on leur apprend à marcher, quand on a appris à marcher quand on était enfant, on avait droit aux encouragements de nos parents, ou on donnait des encouragements à nos enfants. Hein, vas-y, ose, tu peux te tenir debout, tu sais faire un pas, tu sais faire 2 pas, on te tient, et puis à un moment on te lâche et tu continues à marcher. Et vous voyez cet enfant qui a un sourire pepsodent, même s'il n'en a pas, parce qu'il est parvenu à faire 1, 2 ou 3 pas, et que vous êtes là à l'encourager et à le féliciter, à le nourrir donc. Et il ose faire ses pas alors que c'est absolument totalement insécurisant quand on a cet âge-là parce qu'on a l'impression de ne pas avoir l'équilibre. Et puis alors après, ben, vous pouvez nourrir les autres parce que vous les accompagnez. Et moi, je me rappellerai toujours, à un moment de ma carrière, j'étais au tout début dans des fonctions commerciales. J'avais d'abord eu le confort d'être un commercial derrière un bureau, c'est-à-dire j'avais droit à un téléx, un fax, un téléfax, ça existait à l'époque encore, pour être en contact avec mes clients. De temps à autre le téléphone, mais pas trop souvent. Mais je ne les voyais que très rarement, et c'est eux qui se déplaçaient chez moi. Par contre, plus tard,
j'étais dans un rôle où c'est moi qui devais faire le premier pas. Je devais prendre contact avec eux à froid. Je devais éventuellement solliciter un rendez-vous et aller les rencontrer. Et euh, ben, je ne sais pas pour vous, mais moi au début, j'étais hésitant. Si vous avez un jour été dans une situation semblable, vous avez peut-être vécu la même chose, mais au début, j'étais franchement hésitant. Et j'ai eu un collègue responsable de l'équipe dans laquelle j'étais, qui était lui un chouette leader, parce qu'il m'a dit, écoute, viens, je vais t'accompagner. Je vais avec toi à la première ou aux deux premières réunions. C'est toi qui vas parler, mais s'il faut, eh bien, je serai là pour te rattraper et pour t'aider à donner l'impression et l'influence qu'il faut auprès de ton client. Et comme ça, tu apprendras aussi. Eh bien, ça, c'était extraordinaire parce qu'en effet, il a fallu une réunion avec lui. La suivante, j'ai pu aller tout seul. J'avais pas besoin de lui. Je savais ce que je devais raconter, comment le raconter. Je me rendais compte de comment pouvoir répondre aux interjections et aux objections de mon prospect. Et donc, voilà, j'étais beaucoup plus confiant. Il m'avait nourri pendant cet accompagnement. La troisième manière de pouvoir nourrir les personnes que vous voulez influencer, c'est de vous préoccuper d'elles. Et je ne sais pas pour vous si vous avez eu déjà plusieurs fois l'occasion euh, de gérer un groupe, mais vous avez souvent dans un groupe à un moment, sur une durée, quand c'est plusieurs mois, eh bien pendant quelques jours, un des membres du groupe qui pourtant était plein d'énergie, qui tout d'un coup est raplati comme un soufflé sorti trop vite du four. Et, euh, et alors à ce moment-là, eh bien, on peut ne pas le voir. Et on passe alors à côté d'une opportunité où on peut réagir de façon un petit peu énergique en disant allez, réveille-toi, vas-y, etc. Mais je ne crois pas que ça va donner le résultat qu'on veut parce que l'autre va travailler juste sous la contrainte. Par contre, si on lui dit écoute, viens un peu, on va se mettre à l'écart pendant quelques minutes, j'ai besoin de parler avec toi. Je remarque que tu es raplapla. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie pour le moment? Et alors à ce moment-là, eh bien, vous allez voir que votre interlocuteur va être vraiment reconnaissant de voir que vous vous préoccupez de lui ou d'elle et va éventuellement s'ouvrir à vous. Et rien que le fait d'avoir pu échanger, même si vous n'apportez aucune solution parce que ça touche sa vie privée, que ça touche une sphère sur laquelle vous n'avez pas spécialement de capacité de pouvoir aider l'autre, mais vous vous êtes intéressé à lui et il va savoir repartir avec déjà un peu plus d'énergie. 2 ou 3 jours plus tard, vous allez lui dire, tiens, et comment ça va maintenant? Tu as pu régler les choses, etc. Et là, ça va pas faire passer alors cette personne de encore une énergie de 50% à 100% clette tout de suite pour le reste de la journée et le reste de la semaine. Parce que là, soudainement, il va se dire, c'était pas juste les 5 minutes pour me regonfler au moment où où il a vu que j'étais mal, mais c'est sincère. On s'occupe vraiment de moi, on se préoccupe vraiment de moi. Et alors à ce moment-là, vous allez voir votre collègue, votre membre de l'équipe qui va avoir une énergie peps incroyable et qui va retrouver sa créativité, son dynamisme, son entrain, et c'est absolument génial. La dernière manière de pouvoir nourrir les autres, eh bien, c'est de leur donner du temps. C'est de leur donner éventuellement beaucoup de temps. Beaucoup de temps parce que parfois ils en ont besoin. Euh, Ils en ont besoin pour apprendre à trouver la confiance en eux. Ils en ont besoin parce que éventuellement l'obstacle qui se dresse devant eux ou qu'ils imaginent qui est devant eux est insurmontable en un coup. Et c'est pas juste d'avoir pris 5 ou 10 minutes pour parler du projet, éventuellement du plan, en disant bah, écoute, si tu veux mon idée, voilà, tu pourrais éventuellement faire comme ci, comme ça, comme ça. Première priorité, deuxième étape, troisième étape.
je l'ai intégré sur papier, mais quand je dois vraiment passer à l'action, là, à ce moment-là, eh bien, je peux de nouveau être paralysé. Et il me dit, oui, mais première étape, c'est facile, mais je fais comment? Et quand on reprend un peu plus de temps en disant, bon, ok, c'est la première étape qui te bloque, très bien. Qu'est-ce qui te bloque dans cette étape-là? Comment peut-on faire euh, pour éventuellement faire une simulation pour que la fois d'après, eh bien, il y ait plus de blocage? Et là, tout d'un coup, eh bien, vous allez de nouveau avoir quelqu'un qui va se dire, ah, c'était pas juste une petite tape sur l'épaule et 5 minutes avec un plan d'action et puis débrouille-toi. Non, non, c'est vraiment un accompagnement et je me sens alors à ce moment-là porté. Et donc, les membres de votre équipe, ils vont dire, OK, je sais que je dois faire attention à moi, pardon, sur un plan physique, mais je vois que l'on prend soin de moi sur le plan émotionnel aussi. Et là, eh bien, c'est une nourriture qui est absolument géniale. C'est un poisson qui a euh, les, les vitamines qu'il faut pour qu'à ce moment-là, eh bien, on puisse partir. Alors, on a commencé ici par nourrir notre interlocuteur, hein, avec 4 étapes, par exemple. Mais on va aller plus loin et on va passer maintenant dans la situation de, OK, je peux le nourrir, mais je peux aussi donner. Et je peux donner quoi? Eh bien, je peux donner de l'amour. Je peux donner de l'amour qui fait que l'autre se sent valorisé. Et je vous donnerai par exemple, comme exemple ici, le fait que, mais, de nouveau, je vais repartir de mon histoire. J'ai j'ai eu l'occasion, parce que c'était quelque chose qui était normal à l'époque où c'était mon âge de le faire, j'ai eu l'occasion de faire mon service militaire. Euh, Parmi mes amis, il y a certains qui disaient, oui, mais enfin, tu es fou, c'est une perte de temps, c'est complètement dingue. Et moi, je peux vous dire que j'ai retiré des moments absolument géniaux de cette période-là. J'ai aussi eu la chance de pouvoir le faire comme officier parce que l'armée belge permet à des citoyens civils qui veulent s'engager pendant un moment, eh bien, de devenir officier. Pour pouvoir arriver à ce niveau-là, je devais aller à l'école d'infanterie, puisque j'étais dans l'infanterie, pour apprendre le métier de soldat d'infanterie et le métier d'officier. C'était lire des cartes, c'était utiliser des équipements de communication, c'était des stratégies militaires, c'était énormément de sujets divers et variés. Mais on apprenait aussi à vivre en groupe. On était dans une chambre de six personnes qui étaient tous candidats officiers. Et au début, mais comme beaucoup, et probablement que si vous regardez de temps à autre des films de cinéma, on voit un peu ces scènes-là aussi. On arrive dans la chambre les premiers jours et on se regarde en de dire ah, c'est lui ça. Hein, et on se compare, on se jauge par rapport aux autres. Et puis au fur et à mesure que les jours, les semaines, les mois passent, les épreuves viennent, hein, on doit marcher sur des longues distances, on a des courtes nuits, on a des exercices de nuit, des exercices de jour, des cours. Il y a une fatigue qui s'instaure. Et là, à ce moment-là, eh bien, on voit l'esprit d'équipe et de se forger au sein de la chambre. Le fait que les uns et les autres prennent soin de l'autre et veulent aider l'autre et le valoriser. Quand il est éventuellement fatigué, que on avait une inspection qui s'annonçait et c'était le bazar dans son armoire ou sur son lit, eh bien on l'aidait à faire son lit, à terminer son truc, à finaliser de bien plier ses affaires, etc. Et il n'y avait même pas besoin de demander. On l'offrait parce que on avait envie que l'autre ne soit pas dans une situation inconfortable et éventuellement avec des conséquences pour lui et peut-être éventuellement pour le groupe. Donc c'était aussi la fierté et l'amour de vouloir l'aider. Eh bien, c'était ici en fait
le fait de valoriser l'autre sans qu'il l'ait demandé, mais tout simplement parce que il le méritait. Il en avait besoin. Et donc, voilà, c'est peut-être une longue histoire, mais c'était pour vous amener à ce fait que on avait fait ce geste gratuitement et de façon spontanée. Quand, quand je lis des livres de Simon Sinek qui a fait des stages chez les GIs américains, il explique clairement dans un de ses livres que un peloton de GIs, c'est comme les doigts d'une main, ils sont soudés. Ils savent que s'ils regardent devant eux, eh bien, il y en a un qui est dans leur dos et qui regarde derrière eux, et vice-versa. Donc, ils n'ont pas besoin de s'occuper de ce qui se passe derrière parce qu'il y en a un autre qui le fait. Mais lui, il sait que vous regardez derrière son dos. Et c'est le même aspect. C'est le fait d'avoir ce besoin de respecter l'autre, de le valoriser tel qu'il est. Il y a le deuxième aspect qui est le respect. Le respect dans le sens, je me fiche de savoir de quel groupe vous êtes. Si j'ai un statut qui, dans ma tête, me donnerait l'impression d'être plus élevé dans une structure que vous, etc., où que vous soyez dans mon équipe ou pas dans mon équipe, je vais être le même avec tout le monde. Et je vous traiterai avec respect. Euh, de nouveau, il m'est arrivé à des moments de ma carrière, jeune, ambitieux, etc., de rester plus longtemps que les heures normales. Et donc de voir les personnes qui nettoient les bureaux, eh bien, débarquer. Euh, J'avais aussi un autre collègue qui de temps à autre m'accompagnait et lui regardait ces personnes avec un air distant. Moi, j'étais très heureux de pouvoir nouer le contact avec ces personnes, de leur demander comment ils s'appelaient, comment ils allaient. Quand je voyais qu'ils n'avaient pas les mêmes origines, eh bien, de quel pays ils venaient, et de pouvoir créer un lien et de leur donner, de respecter le fait qu'ils font un job que je n'avais pas spécialement envie de faire, mais qui était nécessaire pour euh, la propreté de mon environnement de travail. Et à la longue, eh bien, il y avait en effet je sentais une énergie différente quand ils arrivaient dans mon bureau ou dans mon espace de travail, parce qu'ils savaient qu'ils allaient avoir ce moment de respect, ils allaient être le centre de mon attention pendant 5 minutes. Et pour eux, eh bien, ces 5 minutes, c'était 5 minutes euh, de plaisir. Et ça, c'était vraiment incroyable. Donc, voilà, c'est un peu ce genre de situation qui valent la peine. Le respect et la sécurité. Le respect et la sécurité, c'est de montrer aux autres, est-ce que j'ai confiance en toi? Est-ce que je suis engagé vis-à-vis de toi? Est-ce que je suis prêt à m'engager à te soutenir? Est-ce que, est-ce que je prête vraiment attention et intérêt à qui tu es? Donc, je montre que j'ai confiance en toi, que je m'engage à te soutenir et que tu n'es pas juste un numéro, mais que tu es vraiment quelqu'un qui a beaucoup d'importance et vers qui je prête beaucoup d'intérêt. Et ça va sécuriser la personne, votre collègue ou le membre de votre équipe, parce que de nouveau, ils savent que, eh bien, il y a quelqu'un qui va pouvoir les défendre. Euh, de nouveau, j'étais dans cet environnement à l'armée. Euh, il y avait un officier qui débarquait dans mon peloton et qui commençait à prendre parti un des soldats. Et moi, j'intervenais en disant, écoutez, non, vous n'avez pas à leur adresser la parole comme ça. S'il y a quelque chose qui ne va pas, vous m'en parlez. C'est à moi de régler les choses éventuellement avec le soldat. Et le cas échéant, eh bien, vous ne savez pas pourquoi le soldat est débraillé, mais il y a peut-être eu un accord entre lui et moi pour que ce soit le cas. Et donc, ça mettait tout de suite les choses dans une situation où mes hommes savaient très bien que je les protégeais vis-à-vis des supérieurs hiérarchiques qui, de façon intempestive, débarquaient et voulaient essayer de montrer qu'ils étaient le chef. Euh, Par contre, si
à raison, ce soldat n'était pas dans les conditions qu'il devait être. On avait une discussion après entre quatre yeux et on remettait les choses d'équerre. Mais je ne permettais pas que on vienne foutre le bazar dans l'organisation de mon groupe parce que, non pas par sentiment de propriété, mais tout simplement parce que je voulais établir, moi, une relation de confiance avec mes hommes et une relation de respect aussi avec eux, et donc de sécurité. Alors la reconnaissance, je crois que tous, vous avez déjà ressenti une chaleur intense au sein de vous-même quand on reconnaît vos mérites, vos valeurs, votre action, le travail que vous avez fait, que l'on vous met en avant. Et donc, vous savez très bien que c'est un carburant qui est d'une puissance incroyable. Et donc, oui, n'ayons pas peur de reconnaître les qualités de quelqu'un dans son équipe, dans son groupe, et de pouvoir lui dire, beau job. Quand le groupe est mis en avant, eh bien, de ne pas avoir peur de dire, oui, mais attends, c'est grâce à Natacha et à Jean Ernst qu'on est arrivé à ce résultat. Euh, Moi, j'ai peut-être l'honneur de recevoir les fleurs parce que je suis le responsable du groupe, mais c'est leur contribution. C'est grâce à eux qu'on est là. Et ça, c'est important. Et les casseroles, eh bien, on se les ramasse. Après, éventuellement, on fait un débriefing avec le groupe pour voir pourquoi on a reçu éventuellement euh, autre chose que des fleurs auxquelles on s'attendait. Ça, c'est important aussi. Et alors, les encouragements. Quel meilleur carburant que de dire à quelqu'un qu'il a fait du bon boulot, que son travail est superbe, que c'est de la qualité, que, etc., etc. Hein, vous savez comme moi, je crois, vous l'avez tous ressenti, que ça donne en effet un effet qui est le meilleur qui soit. Et vous avez deux personnes qui illustrent tous ces propos que je viens de vous expliquer avec deux phrases qui sont vraiment géniales, deux citations. Robert McNamara qui dit les cerveaux, ils sont comme les cœurs, ils vont là où ils sont appréciés. Hein. Je crois que si vous avez, pour certains d'entre vous, été dans des fonctions de salariés dans une organisation, vous savez très bien que les gens qui quittent une organisation, c'est souvent parce que ils ne sont pas appréciés, parce qu'ils ne se sentent pas appréciés, parce qu'ils ne se sentent pas reconnus, valorisés, parce qu'il y a quelque chose qui fonctionne mal avec d'autres membres de l'organisation ou un autre membre de l'organisation. C'est rarement parce qu'ils vont gagner plus d'argent à côté. Alors ils sont peut-être parvenus à obtenir plus, mais c'est d'abord et principalement parce qu'il y a cet aspect de cœur et de cerveau et d'appréciation. Et je trouve que ce que William Ward raconte est vraiment bien aussi. Hein. Flattez-moi et je ne vous croirai peut-être pas. C'est quelqu'un qui a lu ici la fable de La Fontaine du corbeau et du renard. Critiquez-moi et je ne vous aimerai peut-être pas. Ignorez-moi, je ne vous pardonnerai peut-être pas. Mais encouragez-moi et je ne vous oublierai jamais. Hein. Je crois qu'en effet, on se souvient tous d'une situation, que ce soit un professeur, un employeur, un partenaire d'affaires, un conjoint, un ami qui vous a encouragé, qui vous a porté, qui vous a permis d'atteindre un objectif que vous étiez fixé. Ceux-là, on ne les oublie jamais. Alors, j'avais ici, oui, j'avais ici en effet deux questions à vous suggérer. Si vous devez être un donneur pour être un nourricier, que donnez-vous à ceux que vous nourrissez? Donc, par rapport à tout ce que l'on vient de voir, eh bien, réfléchissez en effet, qu'est-ce que vous donnez aux autres pour les nourrir? Posez-vous aussi l'autre question de comment démontrez-vous que vous vous souciez de ceux que vous encadrez? Comment est-ce que vous leur démontrez qu'ils sont le centre de votre attention? Quand vous parvenez à leur démontrer ça, vous savez que vous allez avoir des supporters aussi longtemps qu'ils se sentent soutenus par vous.
aussi longtemps qu'ils se sentent être le centre de votre attention. Dans des départements commerciaux, les responsables de départements commerciaux ont très bien compris ce mécanisme. Alors vous me direz oui, mais c'est par intérêt pour eux parce qu'ils ont éventuellement des bonus qui sont liés à vos résultats. Peut-être. Mais un égoïsme qui est partagé comme ça, avec sincérité, est un bon égoïsme parce qu'il va vous faire vous dépasser vos limites. Et donc à ce moment-là, eh bien vous allez pouvoir vous aussi dépasser les vôtres. Donc ça n'est pas aussi égoïste que ça, mais c'est par contre drôlement porteur. Alors donc on a parlé ici de nourrir et de donner. Mettons-nous maintenant du côté de ceux qui reçoivent, ou à la place de ceux qui reçoivent. Hein, si vous voulez gagner aux échecs, voir votre jeu est une chose, mais savoir mentalement ou éventuellement vous déplacer pour vous mettre du côté du jeu de l'adversaire vous permettra de voir des choses, une situation que vous n'avez pas vue en étant assis à votre place. Vous pourriez éventuellement remarquer que le coup d'après, il va vous mettre échec et mat, et vous ne l'avez absolument pas vu. Donc, apprenons à se mettre à la place des autres. Nourrissons l'estime positive des autres parce que ça a un impact sur tous les aspects de leur vie. Hein? Montrer de l'estime positive à l'autre, eh bien, va en effet le mettre sur un petit nuage. Il va être dans l'ouate. Et à ce moment-là, on voit la vie beaucoup plus en rose ou en bleu ciel, comme on veut. Hein. Le fait d'avoir un sentiment d'appartenance, de savoir que l'on fait partie du groupe, eh bien, ça aussi, c'est un carburant important. Hein. Quand, euh, quand on vous dit oui, mais vous faites partie de ce groupe-ci, eh bien, c'est important. Moi, par exemple, je suis très heureux de pouvoir dire que je fais partie de la John Maxwell Team. C'est pour moi un groupe où je me sens porté. Je me sens porté parce que je reçois des autres, parce que je reçois quand je participe aussi à des masterclass, comme vous le faites maintenant. Et donc, moi, ça me nourrit. Ça, je me sens en effet membre d'eux. Quand on montre aussi une perspective aux autres, ou quand ils savent qu'ils ont une perspective et que on les voit plutôt comme euh, ce qu'ils pensent être, ou qu'on les aide à réfléchir à ce qu'ils pensent être ou ce qu'ils pourraient être, plutôt à ce qu'ils sont aujourd'hui, là aussi, on apporte euh, la perspective qui fait que on a envie d'avancer et de progresser. Hein. Le sentiment d'importance, je crois que on n'arrête pas de le dire, mais c'est vraiment, vraiment important. Hein, oui, vous êtes quelqu'un d'important dans mon groupe. Hein. Que ce soit une équipe de projet, que ce soit une équipe commerciale, que ce soit une équipe administrative, que ce soit dans une activité ecclésiale, un groupe religieux ou une paroisse ou une église, que sais-je, un club sportif. Euh, c'est pas pour rien qu'au football, il y a 11 joueurs sur le terrain. Hein. Autrement, on en mettrait 10 ou 9 ou 8. Hein. C'est qu'on a besoin de 11. Hein. Et quand on en enlève un, eh bien, l'équipe est moins forte. C'est pas pour rien. Hein. C'est pas pour rien qu'il y a des joueurs qui sont mieux à leur place en étant à la défense et d'autres dans des rôles centraux pour distribuer les ballons et plutôt des troisièmes qui sont à l'avant pour aller marquer des goals. C'est parce qu'il y a des prédispositions dans les trois cas de figure. Hein. Donc, chacun d'entre eux sont importants dans la place qu'ils occupent. Le tout, c'est qu'ils le comprennent et qu'ils se rendent compte que leur talent est là.
Et alors à ce moment-là, eh bien, c'est incroyable. Les choses se transforment, hein. Et le fait de donner aussi un espoir, hein, de savoir de comment je dois penser aux autres, eh bien, c'est une attitude, c'est important, hein. Euh, L'espoir, c'est aussi éventuellement, eh bien, l'histoire de Thomas Edison. Euh, L'histoire de Thomas Edison, eh bien, c'était ce jeune garçon qui un jour revient de l'école avec une lettre qu'il donne à sa mère. Et la lettre est écrite par le professeur de classe qui explique à la maman que ça serait mieux que Thomas ne revienne plus à l'école parce que euh, il ne parvient pas à suivre. Il est absolument pas en phase avec le reste de la classe. Que le professeur perd beaucoup d'énergie et de temps à essayer de s'occuper de ce jeune garçon et que c'est une cause perdue. Et que, ben, comme c'est une cause perdue, autant qu'il reste chez lui, il n'est quand même bon à rien, il ne fera rien dans la vie. La mère avait deux solutions. Soit elle enterrait son fils en lui racontant la vérité de ce que le professeur raconte, soit elle lui crée un espoir en lui disant, et c'est ce qu'elle a fait, elle lui a dit, écoute, tu es un petit garçon qui est absolument incroyable et ton professeur m'écrit qu'il ne sait plus rien t'apprendre parce que tu sais déjà tout, tu apprends plus vite que les autres. Et il m'invite à devenir ton professeur ici à la maison et donc c'est moi qui vais t'enseigner à partir d'aujourd'hui. Et oh, que le professeur s'est joliment trompé, puisque Thomas Edison eh bien, est devenu un inventeur absolument incroyable qui a inventé un nombre de solutions absolument fantastiques que nous utilisons encore aujourd'hui, comme les ampoules, des lampes incandescentes, etc. Donc, elle avait donné un espoir fabuleux à son fils, hein. Moi, je me rappellerai aussi toujours d'une publicité que l'on voyait à la télévision quand j'étais gamin. Euh, C'était la même chose, une classe avec un élève qui paraissait très dissipé pour les professeurs. Il était capable de faire d'excellents dessins, et en particulier des dessins de couverts de table. Et à un moment, le professeur lui dit, écoutez, mais vous allez arriver nulle part en ne faisant que des dessins comme ça parce que personne n'a besoin de ça, etc. Et en fait, c'était une publicité pour une marque qui s'appelait Guy de Graine et qui, paraît-il, eh bien, était une marque absolument incroyable en France à l'époque. Je ne sais pas si elle existe encore et toujours, mais voilà. Et donc, c'est la même illustration que Thomas Edison. Nous pouvons avoir énormément de détracteurs, que ce soit dans notre famille ou dans d'autres environnements, à l'école, dans un environnement professionnel ou sportif, où on nous explique que l'on n'est pas bien, tout simplement parce qu'on est un vilain petit canard au moment où on nous voit, mais qu'on ne sait pas qu'on va devenir un beau cygne, hein. Et donc, eh bien, ne perdons pas ça de vue. Les signes, c'est tellement beau. Alors, comment être un bon nourricier, hein, puisque nous avons vu quoi nourrir, comment le faire, donner, etc. Hein, eh bien, cultivons d'abord l'attitude positive de l'autre, hein. Ça revient un peu à l'histoire de Thomas Edison, hein. Et comment? Eh bien, en s'engageant à leur égard. Euh, Quand ils sentent que vous êtes indifférent à leur égard, vous savez que les autres, eh bien, ils vont être comme une fleur qui va se faner. Par contre, quand vous n'oubliez pas de leur donner à boire, de les nourrir, eh bien, à ce moment-là, vous allez avoir droit à un retour absolument fantastique. Croyez en eux, et c'est de nouveau en lien avec l'histoire de Thomas Edison ou d'autres. Il y a des statistiques aux États-Unis qui expliquent que dans les familles où
les parents ne croient pas en l'avenir de leur enfant, et je parle des États-Unis, mais je suis sûr qu'on trouve la même chose en Europe, hein, mais où les parents ont le malheur de dire à leur enfant qui revient de l'école avec éventuellement des mauvaises notes, de dire mais tu es un incapable, tu ne feras jamais rien, tu es un bon à rien, et quelques années après, eh bien, ils s'étonnent en effet que leur enfant a le comportement d'un bon à rien et se retrouve en prison. C'est malheureusement pas étonnant. Par contre, en croyant en eux, comme la maman d'Edison, eh bien, on peut en faire des génies ou en montrer des génies. En étant accessible, vis-à-vis d'eux, donc en leur donnant du temps. Euh, et en ayant la porte ouverte et en montrant le fait que, eh bien, on a confiance en eux et que l'on souhaite que la relation existe, hein, en donnant aussi sans condition. Donc n'attendez pas un retour d'ascenseur. Ils peuvent venir, et ça c'est le cadeau et la bonne surprise, et on savoure tous les cadeaux et les bonnes surprises, mais sachons donner sans avoir à attendre une bonne surprise. Et à ce moment-là, eh bien, comme vous donnez sans compter, comme vous donnez tout, il y a certaines personnes qui vont se rendre compte de cela et qui vont d'autant plus l'apprécier. Il y en a d'autres pour qui ça ne sera pas une évidence au moment même, et peut-être plus tard ou trop tard, mais ça c'est autre chose. Donc donnons, donnons, donnons aussi des opportunités pour réussir et pour grandir. Euh, ne, ne soyons pas craintifs de confier un projet à quelqu'un dans l'équipe. N'oublions pas qu'il n'y a jamais d'échec, on ne fait que apprendre. Après, on peut faire aussi en sorte que l'échec ne soit pas cuisant et retentissant, mais soit plus en effet un moment d'apprentissage. Ça ne veut pas dire que l'on met ce qu'il faut pour que les autres échouent. Non, on leur donne une opportunité en leur donnant tout ce qu'il faut pour qu'ils réussissent. Mais s'il y a des écueils, eh bien, on peut apprendre aussi. Et alors, eh bien, les aider à grandir. Ça fait partie du principe des 5 niveaux de leadership. Si vous vous rappelez, le niveau 4, c'est de créer des leaders autour de nous. C'est de ne pas avoir peur, éventuellement même de voir quelqu'un qui a travaillé pour nous avant, qui nous rejoint au même niveau, voire même qui nous dépasse. Hein, donc, c'est dans une activité sportive, eh bien, quelqu'un, et puis à un moment, de le voir devenir meilleur que nous. Il n'y a, il y a pas de honte, c'est plutôt même une belle récompense. C'est de voir qu'en effet, on a permis à un talent de se révéler, et ça, c'est quand même absolument gratifiant. Alors oui, Walt Disney est venu ici avec une superbe citation et de belles images. Pour lui, il a vu 3 types de personnes dans le monde. Et écoutez bien les images parce que moi je les trouve délicieuses. Il y a les personnes sources empoisonnées. Euh, ben, elles ne font qu'une chose, c'est de décourager les autres, hein. Piétiner leur créativité et leur explique ou leur rappelle tout ce qu'ils ne savent éventuellement pas faire. Puis alors, il y a les tondeurs de gazon, hein. Ce sont des personnes pleines de bonnes intentions tant qu'elles sont pour elles, hein. Donc, égocentriques, ils tondent leur propre pelouse, mais vous aider, ça pourrait éventuellement me causer des soucis, donc non. Et puis, il y a les amplificateurs de vie. Cette dernière catégorie, eh bien, elle reprend des personnes qui tendent la main, qui enrichissent la vie des autres et qui les élèvent ou les inspirent. Alors, je vous souhaite à tous de pouvoir arriver au niveau d'amplificateur de vie aussi souvent que vous le pouvez et aussi souvent que vous le voulez. Moi, je sais qu'il m'est arrivé d'être source empoisonnée et parfois encore,
et de temps à autre d'être tondeur de gazon. J'essaie de l'être le moins souvent possible, mais hein, je ne suis qu'humain, donc voilà. Mais je trouve l'image absolument délicieuse. C'est pour ça que je voulais vous la partager. Euh, C'était vraiment une belle manière d'illustrer les choses. Alors, comment éduquer les autres? Eh bien, on va créer un environnement stimulant. Et de nouveau, on va faire en sorte que les autres se sentent aimés, respectés et en sécurité. Hein. On va donner des encouragements particuliers et on va aussi reconstruire des ponts là où on les aurait éventuellement brûlés ou brisés. Donc, on va reconstruire des choses en s'excusant des erreurs du passé et en proposant de repartir à zéro. On peut parfois trouver des individus pour qui c'est compliqué d'accepter, où ils acceptent les excuses, mais de passer l'éponge et de repartir à zéro, c'est compliqué pour eux. Euh, voilà. Et puis il y en a d'autres qui ont déjà fait un travail personnel et qui se rendent compte qu'en effet, avoir une deuxième chance, eh bien, c'est autorisé à tout le monde. Et qu'est-ce que ça fait du bien. Donc voilà, ça c'est pour la partie nourricière. Euh, alors, si nous passons maintenant à la confiance. Et la confiance, c'est une qualité essentielle pour la personne qui veut influencer les autres. Mais il ne faut pas oublier 4 éléments. C'est que la plupart des personnes, elles n'ont pas confiance en elles. Euh, elles n'ont pas confiance en elles parce que, voilà, on a toujours l'impression que, ou cette peur, cette terreur que l'on pourrait échouer. Et donc, c'est compliqué de se sentir en confiance. Il y a beaucoup de personnes pour qui il n'y a eu personne dans leur vie pour leur faire confiance. C'est le cas, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans ces familles américaines, paraît-il, hein, avec des statistiques qui disent que il n'y a personne pour les supporter. Pour supporter les jeunes, en cas de coup dur, on est plutôt même à les enfoncer. Hein. Hein, tu vois, tu as été mauvais, tu ne pourras jamais rien faire de bon dans ta vie. On n'essaye pas de vouloir reconnaître que euh, on pourrait trouver du bon quelque part. Moi, je me rappellerai aussi de ces moments d'évaluation de fin d'année quand j'étais salarié où je voyais déjà le chef du département qui essayait de trouver des explications pour lesquelles il ne pourrait pas me donner une bonne évaluation et d'aller chercher, de mettre en exergue tous mes points faibles, de ne pas pouvoir éventuellement mettre en valeur le moindre point fort. Ça devient dur en effet de pouvoir briller aux yeux de quelqu'un quand on ne regarde que la partie éventuellement négative ou faible d'un membre de l'équipe. Vous ne pouvez pas l'aider à grandir. Ça, c'est clair. Il y a aussi beaucoup de personnes qui peuvent reconnaître quand même quand quelqu'un a confiance en elle. Ah oui, puisque c'est tellement exceptionnel. Cette exception, heureusement, on parvient à la voir. On n'a pas trop de crasse dans les yeux. Quelle bonne nouvelle. Et puis, le moment suprême, c'est euh, quand on a quelqu'un qui est prêt à vous faire confiance, eh bien, on fait tout pour être à la hauteur, pour pouvoir plaire à quelqu'un. Donc, on a tellement besoin de plaire que on est prêt à faire tout, et même parfois trop, ou pas ce qu'il faut, pour pouvoir plaire à quelqu'un, parce que c'est tellement important, on en a tellement besoin. Donc, oui, faisons attention à ces éléments-là. Alors, comment devenir confiant? Comment est-ce que je peux, moi, en tant que leader, avoir confiance dans les membres de mon équipe?
Eh bien, c'est de faire un pas dans le vide et de partir du principe que les gens sont bons de base et donc que l'on croit en eux avant qu'ils n'aient réussi. En sport, et je vais reprendre le monde du football parce que on est éventuellement dans un environnement où européens, africains en majorité, il y a quelques Canadiens quand même, mais prenons un environnement d'une majorité. Le football, vous avez des supporters d'équipes de football qui sont pleins d'entrain quand leur équipe gagne, hein, et il y a de plus en plus de supporters de ces équipes quand l'équipe gagne. Par contre, quand elle perd, à ce moment-là, le noyau de supporters fond comme la neige au soleil. Il y a cette versatilité. Euh, mais le fait de pouvoir dire oui, non, j'ai confiance et l'équipe va faire ce qu'il faut pour pouvoir briller, eh bien, il faut l'avoir avant le début. Souligner les points forts. Féliciter les membres de votre équipe pour ce qu'ils font de bien. Ça ne sert à rien d'aller leur démontrer qu'ils ont leurs points faibles. Les gens connaissent leurs points faibles. Ils savent où ils sont moins forts. Ils n'ont pas besoin qu'on vienne encore appuyer sur un élément de douleur. Ça ne sert à rien. Ça, si vous voulez les noyer, enlever leur confiance en eux, allez-y. Mais si vous voulez les porter, rappelez-leur qu'ils sont forts. Vous pourrez d'autant plus amener les gens vers la félicité si vous les encouragez dans leurs points forts et si vous les aidez à développer encore plus leurs points forts. Parce que leurs points forts vont devenir tellement proéminents que les points faibles seront là, mais moins visibles, et qu'ils auront alors la faculté de pouvoir compenser leurs points faibles. Ils auront éventuellement l'humilité de reconnaître que ça c'est un point faible et de demander à un autre membre de l'équipe qui est fort dans leurs points faibles, eh bien, de les aider dans leurs points faibles. Donc, émulons les points forts des membres de l'équipe, euh, rappelons-leur éventuellement un point faible sur lequel ils peuvent travailler pour qu'ils deviennent rapidement un point fort, plutôt que de rappeler tous les points faibles en omettant les points forts. Faisons la liste des succès du passé. Non pas qu'on va vivre dans le passé, mais si on veut réveiller l'oxytocine et la sérotonine qui sont nos éléments qui nous amènent vers l'action et le succès, eh bien, rappelons en effet les succès du passé pour que eh bien, le membre de l'équipe, la personne que l'on veut aider à grandir et à développer, eh bien, puisse se reposer sur ces éléments-là pour pouvoir faire le pas en avant et tout. Hein. Un échec, tout le monde peut l'avoir. John, lui, a écrit un livre dont il parle, il dit, soit je gagne, soit j'apprends. Eh bien, en effet, apprenons de nos échecs. Faisons en effet un débriefing en cas d'échec pour comprendre pourquoi il y a eu l'échec. Plutôt que de montrer du doigt en disant t'es mauvais, c'est un échec, eh bien non, on a raté. Pourquoi? Faisons le constat de qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que l'on doit mieux faire la prochaine fois pour éviter de rebuter à nouveau sur cette pierre-là. Et puis, vivons et célébrons les victoires. Hein, ça, c'est vachement important. Sachons célébrer, faire la fête. Ça ne doit pas être un truc débridé, mais sachons au moins se faire ce yes. Ça, on l'a gagné, on l'a réussi, on l'a eu, et de pouvoir en effet se congratuler, se féliciter et mettre en avant les personnes grâce à qui on a enregistré cette victoire. C'est important. En football, on met trop souvent les buteurs à l'honneur. On oublie par exemple de mettre à l'honneur les membres de la défense et les gardiens de but. Or, s'il n'y a pas eu de goal encaissé, c'est parce qu'eux ont très bien fait leur travail. S'il y a des goals marqués, c'est parce qu'ils ont contribué éventuellement avec les buteurs à ce que la balle arrive dans le goal du voisin ou de l'adversaire. Mais on oublie aussi très souvent de mettre à l'honneur les gens qui sont à l'arrière et pourtant, sans eux, il n'y aurait pas de victoire. Ne l'oublions donc pas. Et puis, essayons de visualiser
les succès futurs. Hein. Euh, ces succès futurs, eh bien, ils sont importants. Euh, et comme disait le maréchal Foch, il n'y a pas de situation désespérée, il n'y a que des hommes et des femmes qui sont devenus désespérés. Et aujourd'hui, je crois, avec la pandémie dont on parle, si on écoute les médias, euh, on peut en effet commencer à tomber en désespoir parce qu'ils ne savent nous parler que des aspects négatifs de ce qui se passe. Et on a l'impression que c'est un drame partout. Il y a un drame dans des familles, dans des régions du monde, je ne le nie pas, et je suis bien triste pour les personnes impactées. Mais heureusement, ça n'est pas euh, le cas de tout le monde. On est nombreux ici à ne pas être impactés. Dieu nous en préserve. Et soyons donc aussi heureux de savoir qu'il y a moyen de pouvoir vivre malgré le fait qu'il y ait cette pandémie. On fait attention à nous, mais on peut voir les choses aussi d'une manière absolument différente. Hein. Ça ne veut pas dire nier l'existant, mais c'est de ne pas considérer que c'est la fin du monde pour autant. Hein. Et alors, ben, faire confiance aux autres, c'est prendre des risques. C'est prendre des risques. Alors oui, quelle est l'attitude des uns et des autres quand on est en situation de victoire ou bien d'échec ou de défaite? Eh bien, quand on est en situation de victoire, les membres de l'équipe sont prêts à se sacrifier pour la réussite. Ils cherchent à gagner. Ils sont énergisés, ils suivent un plan et ils s'entraident. Quand on sent que c'est la défaite, et vous le voyez dans les activités sportives, euh, le moral est au bas, on donne le moins possible. À la fin du match, on trouve des excuses, on est fatigué, on abandonne la stratégie qui était mise et on est éventuellement blessant vis-à-vis des autres. Alors bon, ben à nous de choisir en effet comment on veut voir le monde et comment on veut voir la bouteille d'eau. Est-ce qu'elle est plutôt remplie ou est-ce qu'elle est plutôt vide? Est-ce que on vit une situation dramatique ou bien est-ce que oui, c'est pas génial, mais il y a des possibilités. À nous de voir en effet avec quel mindset on veut vivre le monde d'aujourd'hui. Alors, quelles sont les actions? Eh bien, regardez quelles sont vos craintes et trouvez un partenaire de responsabilisation avec qui vous pouvez partager, travailler sur les différents éléments et faire en sorte eh bien, que les choses changent. Voilà, moi je voudrais vous donner l'occasion à toutes et à tous qui est ici, soit de venir avec des questions, de faire un partage, un commentaire, de vouloir euh, partager comment euh, vous ressentez ce que vous venez d'entendre. Euh, c'est- c'est- j'ai fini de parler, c'est à vous maintenant. Qui ose, qui veut prendre la parole? Oui, Alain, vas-y. J'ai une vidéo qui est vraiment pas terrible, de moins en moins. J'ai moins en moins de signal, mais c'est pas grave, vous m'entendez. Je reconnais plein de Oui. situations que j'ai vécues déjà dans ce que dans ce que tu nous as donné ce soir, et même encore la semaine dernière, puisque en accompagnant des personnes dans un groupe où Mhm, effectivement la situation exceptionnelle qu'ils ont vécue les a mis dans une grande détresse morale, je mhm, pense, financière, quelques-uns, mais pas tous, et ils s'en relèvent parce que la solidarité fait qu'ils vont se relever ensemble. Mais là, ils sont vraiment dans une situation où ils sont un petit peu désespérés. Et mon travail de cette semaine, c'est effectivement de les accompagner, de mettre en valeur leur succès d'antan. C'est ce que j'ai fait en fait, en leur apprendre leur succès d'antan et de les rassembler autour d'une table et de leur faire que les points positifs. Qu'est-ce que vous savez faire de bien? Rappelez-vous ce que vous savez faire de bien
pour qu'on puisse avancer vers la suite. Donc Mhm. effectivement, oui, je reprends pleinement ça et je ne connaissais pas cette citation de Foch, mais je crois que je vais l'utiliser. Merci pour ton partage, Alain. Je t'en prie. Qui d'autre? Jean-Ernst, tu te jettes à l'eau? Je me permets de te pousser. Oui, je suis là, Gérald. Je te remercie. Comme c'était le cas la semaine dernière, tu as fait une excellente présentation Oh, dont je suis l'un des bénéficiaires. L'une des citations que tu as évoquées et qui a surtout retenu mon attention, c'est la citation de Robert McNamara, mhm. qui dit que les cerveaux sont comme les cœurs. Donc, ils vont où ils sont appréciés. Donc, ça, c'est extraordinaire. Donc, c'est une citation qui met l'emphase sur le fait que lorsqu'on apprécie les gens, lorsqu'on les encourage, lorsqu'on les valorise, ceci peut changer beaucoup de choses. Ceci peut entraîner un changement extraordinaire dans leur vie et aussi les pousser à aller de l'avant. Donc, bravo Gérald, bravo. Donc, Oh, écoute, je ne fais que transmettre ici, mais je suis très ouais. heureux si ça apporte de la valeur. C'est Oui, l'objectif. merci. Merci, merci. Je pense que je vais être là jusqu'au bout parce qu'il y a de quoi rester. Merci. Merci à toi. D'accord. Oui, Bacoli, je t'en prie, vas-y. Attendez, Yes, on t'entend C'est bon? maintenant. Vous Oui, m'entendez? oui, Ok. très bien. Oui, donc, oui, je suis désolée parce que j'ai eu une panne d'électricité ici. Ah, Donc, caramba. ouais, c'est pour ça que je me suis mise sur 4G. Mhm. Alors, super, hein, la présentation, j'ai beaucoup apprécié. En fait, c'est quelque chose que j'ai vraiment vécu lors de mes dernières années dans la société où j'étais. Mhm. Et ce que j'aime particulièrement dans ce que tu as dit, c'est le sentiment d'appartenance. En fait, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est vraiment un boost pour rendre quelqu'un euh, à son plein potentiel, quoi. C'est de lui dire qu'il n'est pas là, qu'il vient là, c'est son entreprise, qu'il ne se sente pas seulement en tant qu'employé, mais qu'il est le Oui, bâtisseur vraiment de la réussite de l'activité de l'entreprise. Et ça a vraiment ça a beaucoup marché, surtout pour les personnes où c'est leur premier emploi. Ouais. Ça, j'évoque toujours mon expérience dans le centre d'appel où j'étais, parce que là, c'est vraiment de l'humain. Là, j'ai vraiment vécu ce que c'est que le capital, l'importance du capital humain. Donc là, en fait, ce sentiment d'appartenance, c'était vraiment quelque chose d'important et qui était vraiment important comment dire, à donner, à faire comprendre, surtout à ceux qui travaillent pour la première fois. Voilà, ma petite merci. contribution. Oh non, mais merci, Bacoli. Et je voudrais souligner, en effet, travailler dans des centres d'appel, c'est un métier rude, hein, parce que Oui. on a affaire à toutes sortes de réactions des personnes qui sont à l'autre bout du téléphone, Mhm. et on voit vraiment toutes les facettes de l'humanité, hein. Oui, De- oui, oui, oui. des rares courtois aux nombreux brutaux, grossiers et j'en passe. Ça doit Oui, être très très compliqué pour les opérateurs de garder le moral tout au long de la journée. ouais. Et surtout pour les Malgaches qui n'ont pas vraiment l'habitude qui n'ont pas l'habitude des De ces Européens grossièretés peu de référenciés, ces oui. Européens. Voilà. Et c'était vraiment dur, surtout pour ceux à qui c'est leur premier emploi. C'est Oui. vraiment pour eux, et c'était le challenge pour moi en fait. C'était vraiment ce challenge-là
d'arriver à leur faire comprendre que c'est eux le maître, c'est eux le Mhm. maître de ce qu'ils font. Donc, c'est Oui, eux qui gèrent, ils devraient le gérer. Et ça, et c'est surtout ce sentiment d'appartenance qui dit, c'est mon entreprise, entre guillemets, je dois réussir. Voilà. Et c'est vraiment important, ce sentiment d'appartenance, c'est vraiment, vraiment important. ah, merci beaucoup pour ton partage, Bakoli. C'est T'en absolument prie, génial. Merci bien. t'en prie. Oui, Clarisse. Oui, merci pour, voilà, pour toute cette présentation, Gérald. Voilà, m'est venu quelque chose dont j'aimerais témoigner par rapport au thème du donner. Mhm. Tu expliquais donc ce rôle de leader et je me rends compte aussi que certains leaders peuvent oublier aussi, avant de pouvoir être disponible à donner à l'autre, de pouvoir se donner tous ces potentiels-là, l'amour, le respect, la sécurité, la reconnaissance à eux-mêmes aussi. Et parfois, Oui, on oublie de se le dire et c'est comme ça qu'on peut finir en burn-out aussi parce que la générosité naturelle du cœur fait que on va donner plus à l'autre que ce qu'on a envie de recevoir pour soi-même, dans l'égocentrisme, etc., qui fait partie de l'humain aussi. Mais on pourrait avoir de l'oubli de soi. Et pour moi, la générosité et le potentiel du cœur n'est pas complètement de l'oubli de soi au service de l'autre, mais parce qu'on est nourri soi-même en autonomie, qu'on est à même alors d'aller soutenir l'autre quand il va moins bien ou de soutenir l'autre dans son potentiel aussi. oui, Parce qu'on peut soutenir l'autre dans son potentiel aussi. Et voilà, c'était ce que je voulais marquer parce que dans tout mon vécu, et je pense que c'est un peu le vécu de tout humain quand il est leader non connu aussi, il peut déranger en fait l'inconscient collectif ou il peut déranger un certain système. Et souvent, ça commence par un premier groupe qui est soit l'école ou la famille. Et oui, on peut être blâmé parce qu'on ne fonctionne pas comme le fonctionnement collectif qui entretient une habitude et une reconnaissance dans un système, peu importe lequel. Et, euh, et donc, si on a des idées qui vont être un peu avant-gardistes ou qui vont être amenées à du changement, je l'ai vécu dans des centres d'accompagnement pour personnes âgées, dans des hôpitaux, dans ma famille, dans des clubs de sport, je l'ai vécu dans beaucoup, beaucoup de groupes. Il y a tout ce blâme facile, cette exclusion, la mise en faute, d'essayer de mettre en faute l'autre parce qu'il dérange, etc., 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 etc. Et par la force des choses et par résilience, j'ai été amenée à devenir ma meilleure amie en fait. Et, euh, et parce que je suis cette meilleure amie, peu importe les circonstances qu'il y a, je vis encore des situations un peu inconfortables pour le moment, mais il y a toujours cette encre possible à l'intérieur de moi qui fait que, mhm. ok, il y a des choses pas faciles, mais il y a des choses que tu mets en place et qui vont vers ton meilleur aussi, avec confiance, etc. Ce qui me permet aussi que même dans la difficulté, je peux tendre la main à quelqu'un aussi. Et parce que je suis toujours nourrie moi-même. Et ça, parfois, on l'oublie, en fait. Et il y a parfois l'éducation, qu'elle soit chrétienne ou autre collective, ou peu importe quel système d'éducation, qui fait que on a parfois des fausses données dans l'égoïsme et l'égocentrisme, et on mêle un peu les autres. Pour moi, ça a tout son sens d'avoir de l'égoïsme, de dire non, je ne vais pas souper avec vous ce soir, j'ai besoin de me reposer. Et de penser à soi d'abord dans ce sens-là en disant, je vais me respecter dans du repos pour être plus aplomb demain et je vous retrouverai d'autant plus avec le sourire demain. Et on mangera ensemble le week-end prochain, par exemple. Et l'égocentrisme, c'est autre chose. Là, c'est de penser qu'à soi, de penser qu'à son profit, de penser que... Et il y a parfois des confusions, et donc je voulais préciser un petit peu cela dans ce qui m'a touchée aussi. Tu fais. Merci beaucoup Clarisse, tu fais bien en effet. Je suis peut-être passé un peu trop vite sur la partie de l'égocentrisme du leader, mais ce sont ces individus qui
te donne des commentaires du style oui, mais si je ne veux pas me faire virer, je dois faire attention à ce que mon chef enfin, de savoir ce que je dois savoir avant que mon chef ne me téléphone pour m'informer qu'il est au courant d'un problème, etc. Tu vois, ça, ce sont ce genre de leaders égocentriques. C'était me, moi, et myself and I, hein, et protégez-moi, et je dois avoir vraiment euh, tout ce qu'il faut autour de moi pour pouvoir faire face à des situations imprévues. Or, gérer, c'est faire face à de l'imprévu tous les jours. Être un leader, c'est faire face à de l'imprévu éventuellement au quotidien. Et c'est d'avoir confiance dans l'équipe qui, éventuellement, va gérer une situation problématique, qui t'en informe soit au fil de l'eau, soit éventuellement au moment où ça apparaît. Et si en même temps, eh bien, quelqu'un d'autre plus haut dans la hiérarchie est informé parce que il y a éventuellement d'autres circuits qui font qu'il est informé avant que le chef soit informé, le chef ne doit pas commencer à s'en faire et ni à paniquer pour sa carrière et sa place, ni son image et sa reconnaissance vers le leader, et ne pas en vouloir à son équipe. C'est fait, donc c'est trop tard. Hein, mais tu en as énormément qui deviennent des terreurs parce que ils veulent faire du micromanagement, terroriser leurs équipes et les empêcher éventuellement de prendre des initiatives parce qu'ils veulent tout maîtriser pour être sûr de pouvoir répondre si jamais il y a. Et ça, c'est ceux-là auxquels je pensais. J'ai peut-être pas été précis, mais c'est ceux-là qui sont en effet vraiment euh, négatifs. Mais merci Oui. beaucoup pour ton partage. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir? Pardon, oui, j'avais pas vu Virginie, excuse-moi. Bonsoir tout le monde. Écoute, moi, il y a une chose dont tu as parlé qui m'a touchée. C'est quand tu as parlé qu'il fallait valoriser les gens, même s'ils ne rentraient pas dans le cadre. Tu as parlé de la maman d'Edison, qui l'avait aidé dans sa différence. Et ça, c'est quelque chose que moi, je vis aussi avec mon petit garçon. Donc, forcément, c'est quelque chose qui m'a touchée quand tu en as parlé. Et du coup, je voulais juste revenir là-dessus en disant qu'effectivement, si vous êtes face à des enfants qui sont différents, bah, cultivez leurs différences. Parce que quand on regarde bien aujourd'hui dans le monde de l'entreprise, dans les profils que l'on recherche, on recherche aujourd'hui des profils atypiques où on nous demande d'avoir une vision différente des autres pour pouvoir faire en sorte que les sociétés puissent progresser sous un autre axe. Or, quand on est à l'école, vu qu'on est tous dans la même conformité, il est sûr que quand on sort plus ou moins tous avec la même vision. C'est un peu compliqué. Donc, quand est-ce que finalement ces enfants, on a réussi à les aider à passer ça, donc en les aidant à, d'une certaine façon, se conformer, mais en faisant attention à leur individualité, eh ben, c'est ces enfants-là qui, demain, justement, apporteront une vision différente pour ces entreprises. Donc, au contraire, il ne faut pas les mettre de côté, il faut cultiver leur individualité. Et je pense que c'est important, comme on dit souvent, de ne pas envoyer nos enfants à l'école des aigles si leur domaine de compétence, c'est la natation. Ce serait insensé. D'ailleurs, je crois qu'il y avait une petite histoire comme ça, c'était pas Einstein qui avait dit si on calcule l'intelligence au fait de savoir si un poisson s'est monté à un arbre, je crois, c'est ça, ou si un singe s'est nagé, on va pas le placer au même endroit. Donc, et c'est là que au contraire, j'encourage quand les enfants ont une différence à les accompagner là-dedans parce que ça peut révolutionner les choses. Vous avez quand même des personnages célèbres qui sont atteints de dyslexie, donc des personnes qui ont des difficultés à la lecture et qui sont quand même des personnes comme Winston Churchill, comme Albert Einstein, comme Léonard de Vinci, Steven Spielberg, et ça ne les a pas empêchés parce qu'ils avaient des difficultés de lecture de devenir des personnes incroyables. Donc, c'est pas parce qu'un enfant pêche dans un domaine que ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas exceller dans un autre. Mais tu as raison. Faut-il encore ne pas toujours lui mettre la tête sous l'eau en lui disant mais tu es mauvais là-dedans et ne regarder que ses faiblesses. Donc ça, je trouve que c'est hyper important. Et du coup, je vais faire le point avec l'entreprise. C'est que souvent en entreprise, quand on fait des fois les entretiens individuels, on peut se rendre compte que certaines personnes plafonnent dans les entreprises parce que justement, elles sont atteintes de dyslexie, dysorthographie, etc. Que ce sont des personnes qui sont hyper volontaires parce que ça veut dire qu'elles sont déjà arrivées à ces postes-là en essayant de le camoufler un peu à tout le monde et elles ont inventé des subterfuges incroyables pour pouvoir réussir à être là où elles sont. Et en fait, si on arrive justement à leur mettre de la valeur, eh bien, on arrive à avoir une certaine confiance avec eux. Et c'est là qu'ils sont en capacité de nous dire, bah oui, mais c'est vrai que là-dessus, pour moi, c'est un peu difficile et qu'ils ont…
qu'ils ont envie finalement à d'un moment donné, de nous ouvrir en fait leur cœur en disant ouais, mais là je bute là-dessus. Et vous prenez une personne dyslexique qui a super bien réussi et vous lui mettez des outils un peu différents pour qu'elle fonctionne mieux. Et là d'un coup c'est une personne qui dans votre entreprise a un potentiel énorme. Elle est déjà là, elle est déjà motivée, elle est déjà ultra professionnelle pour pouvoir réussir à avoir caché le défaut. Donc voilà, je voulais revenir là-dessus en disant n'hésitez pas et plus vous avez la confiance des gens avec qui vous êtes, plus ils peuvent vous montrer ça et plus du coup c'est un potentiel et un diamant brut que vous aviez à l'intérieur de l'entreprise et que parfois justement il ne faut pas hésiter non plus quand on est dans les entreprises à parler de ce genre de choses pour que du coup les gens puissent venir en disant oui effectivement moi j'ai cette problématique, je ne savais même pas que c'était sous le nom d'une difficulté particulière et je veux bien engager un programme là-dessus parce que le poste du dessus m'intéresse vachement et ça aurait été dommage de se gâcher d'un bel élément. Donc, voilà, du coup, c'était juste pour pouvoir rebondir là-dessus, sur ce petit partage. Oh, merci infiniment, Virginie. Écoute, je vais peut-être aussi un peu rebondir sur l'exemple que tu viens de donner, mais c'est super. Toi, tu as parlé d'un fils qui est différent parce qu'éventuellement il est dyslexique, et si ce n'est pas le cas, soit, mais il est différent des autres dans la façon dont il est. Hein. J'ai un fils qui l'est aussi, mais autrement. On parle le français à la maison. On les a mis à l'école en néerlandais à partir de la maternelle. Et donc, en première primaire, en néerlandais, à la Noël, il rentre avec un bulletin qui était époustouflant. Et il nous explique, notre fils, qu'il n'avait plus besoin d'aller à l'école, il avait tout appris. Nous avons donc passé des vacances de Noël calmes, mais pour lui expliquer au début du mois de janvier qu'il n'avait absolument pas le choix, qu'il devait retourner à l'école. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte qu'il avait son cerveau qui fonctionnait plus rapidement que les autres. Parce qu'alors, on a été discuter avec la professeure qui nous a expliqué qu'en effet, il ne fallait pas l'expliquer deux fois. À la première fois, il avait tout compris. Il faisait l'exercice en 3 minutes, là où les autres copains de classe avaient besoin de 10 minutes pour faire l'exercice. Et en plus, l'exercice était juste. Hein, donc, il n'y avait pas de faute. Et on a voulu aller plus loin du coup. Et on s'est rendu compte, avec des tests auprès d'un professeur d'université à la ville d'Anvers, qu'il était ce que l'on appelle un haut potentiel. Alors, j'aime pas mettre les gens dans des cases parce que tu comprends ce que je veux dire. Hein, c'est jamais bon. On est à un moment donné éventuellement avec un potentiel qui est plus révélé que d'autres, etc. Et on a donc dû le motiver pendant l'année de rester toute l'année là, tout en lui faisant comprendre que grâce au test qu'il allait faire à Anvers, etc., on pourrait peut-être le faire sauter de classe. Et c'est arrivé. Il a pu sauter de classe, etc. Mais il y a eu après d'autres aspects qu'on a dû gérer, mais soit ce n'est pas l'objet ici. Mais on s'est rendu compte, et il travaille depuis 2 ans, mais on s'est rendu compte pendant toute sa scolarité, que ce soit en primaire, en secondaire et même en supérieur à l'université, qu'il était en recherche de sens de la vie, qu'il était en recherche de plein de choses et de comprendre pourquoi il fonctionnait comme il fonctionnait et de savoir et de trouver les clés de son fonctionnement. Je crois qu'il est parvenu à en trouver une partie ou à composer tout le trousseau, je ne sais pas très bien, mais il a décidé, lui, de faire une carrière pas comme les autres. Il a commencé à travailler comme indépendant, puis s'est rendu compte que même si il apportait ce qu'il voulait à ses clients, il n'avait pas assez de défis dans la vie et donc est maintenant dans une entreprise, un modèle à l'Altran, mais qui là va lui permettre de faire preuve de toute sa créativité et de toute son ingéniosité pour le temps que ça dure. Et puis un jour, probablement qu'il va faire autre chose et il va enfin trouver sa voie. Mais en effet, il est en recherche. Il n'est pas comme Edison pour pouvoir nous inventer une ampoule. Et ce n'est pas pour moi, mais c'est pour lui. Mais il va certainement un jour arriver à faire autre chose. Et j'en suis ravi pour lui. Hein. Mais en effet, c'est un chemin. Et comme tu dis, on a un monde scolaire, en Europe en tout cas, qui est extrêmement formaté et qui n'est pas du tout adapté pour des jeunes qui sont différents dans leur façon de fonctionner. Et malheureusement, l'entreprise, trop souvent, est aussi formatée comme l'école, parce que ça rassure. Alors, je pense mais voilà. Mais... puisque moi, effectivement, mon petit Comment garçon,
J'ai dit, je pense qu'on se comprend bien, puisqu'effectivement, mon petit garçon n'est pas dyslexique, il est comme toi, sauf que nous, on a commencé à le connaître à l'âge de 3 ans. Donc, tu t'imagines déjà à 3 ans, à l'école maternelle, en fait, on nous a dit, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas possible. Et voilà, c'est parce que nous, on n'a pas voulu Oui. suivre le système scolaire qu'on a eu la chance de pouvoir l'accompagner à côté. Et c'est pour ça que je dis surtout, lâchez pas vos enfants, parce que parfois, ils ont une différence, mais Mhm. en les accompagnant bien, ils peuvent révéler leur potentiel. Donc, je suis d'accord avec toi. Après, il y a beaucoup de problématiques, effectivement, émotionnelles, etc. C'est pour ça que j'aime pas non plus le terme de HP, que je te rejoins complètement, parce que ça veut pas tout dire et ça veut pas tout. Et il y a beaucoup de travail pour nous, parents, derrière. Mais voilà, c'est aussi Absolument. savoir que quand on a des enfants différents, bah, c'est aussi se repositionner sur son rôle de parent, parce que ça s'apprend à être parent, et que pour autant, les enfants ne savent pas aider dans leurs différences. Et vous verrez, le résultat est assez magnifique. Ah oui, 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 non, époustouflant, en effet. Voilà. Je Merci en voudrais, tout cas pour ce partage. Oui, Clarisse. oui, je voudrais dire une petite chose déjà, c'est que Gary a partagé par écrit dans Ah, dans le pardon. 1, Merci. Ah, oh, super. comme ça, Euh, tout le monde est au courant. oui, oui, j'ai trouvé la truc intéressante pour vous, pouvoir donner. Ah, ben génial. Gary, on est ravi si le contenu t'a parlé et que les choses sont géniales. Et en effet, tu n'es pas obligé de partager. Personne n'est obligé. C'est une invitation, mais pas une obligation. Donc, euh, c'est comme une auberge espagnole. Vous prenez ce que vous voulez et vous donnez ce que vous pouvez. Oui. Oui, et je voulais préciser, j'ai eu dans le cadre de l'accompagnement des personnes en tant que thérapeute polyvalente, différentes circonstances qui faisaient que on était toujours vraiment à la limite de la valorisation de l'employé, du collaborateur, ou d'être dérangé parce que perturbant un système, en fait, un système mis en place. Et parce qu'il y a une autre potentialité, je n'aime pas non plus les étiquettes d'hypersensible et haut potentiel, je les ai utilisées à un moment donné dans mon marketing business, dans l'accompagnement des gens, et j'ai enlevé parce que ça m'embêtait de rester figé sur des étiquettes, même si j'attire des personnes qui sont aussi semblables en fait dans le vécu de l'hypersensibilité, du haut potentiel, etc. Mais que ce soit dans des hôpitaux où il y a eu création d'un poste et que tout le monde était, les médecins en premier étaient en approbation de cette nouvelle création, de ce nouveau, voilà, il y avait une résistance financière parce que l'argent était partagé et dispatché à d'autres intérêts plus égocentriques humains, que ce soit dans des maisons de retraite où je veux dire, mes employeurs m'appréciaient, reconnaissaient la profession de l'ergothérapie, reconnaissaient que j'étais une bonne ergothérapeute, mais au niveau humain, ne pouvaient pas rejoindre, en fait, ne pouvaient pas répondre aux besoins que j'avais repérés spécifiques des personnes, des résidents, et donc préféraient entretenir un système financier qu'ils avaient mis en place plutôt que de répondre à des besoins. Et donc, il me souhaitait bonne route et il me souhaitait que j'entreprenne un travail indépendant par rapport à tout cela, sans être dans le conflit, mais en même temps en admettant qu'eux ne pouvaient pas aller plus loin que ce que je leur invitais à vivre, en fait, finalement, dans des travaux d'équipe, etc. Et en tant qu'ergothérapeute, à la base aussi, dans mes premiers rapports que je faisais, donc j'étais stagiaire, j'avais 18 ans, plutôt que repérer que l'inaptitude ou l'handicap de la personne, j'allais chercher son potentiel pour le mettre au service de son handicap, en fait. Et que donc, si la personne peut-être avait un handicap mental, peut-être, comme on dit, parce qu'un quotient intellectuel un peu plus bas et des difficultés d'apprentissage autres, c'était un petit garçon qui aimait rencontrer l'autre. Et le fait de pouvoir rencontrer l'autre, de donner son cœur aux autres, facilitait certaines choses que son mental, peut-être, ne facilitait pas, comme on a l'habitude de faire ou de vivre en tant qu'humain formaté. Et donc voilà, je voulais partager ça par rapport à votre témoignage voilà, que vous avez fait là justement par rapport à ces différences. Donc, merci à vous. Merci Clarisse. Merci Clarisse.
Juste un petit joke avant de partir, Gérald. Je t'en prie, Alain, oui. C'est pour se moquer un petit peu de notre système, effectivement, trop scolarisé. C'est que, à vouloir faire toujours rentrer tout le monde dans le moule, on finit par en faire des tartes. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci, Gérald, en tout cas pour tout. Génial. Bonne soirée à toi, Alain. Merci beaucoup. Moi, j'aime bien la tarte. Donc, Ouais, c'est pas mal. je la garde. Ça, voilà. OK. Quelqu'un d'autre souhaite encore intervenir? Ah, je vais bien. Ah oui, oui, oui. Bah, pour Je t'en prie, rebondir aussi, Natacha. moi aussi, j'ai un enfant différent, comme on dit. Par contre, Mhm, j'ai mis pendant 10 ans de ma vie entre parenthèses pour le sortir de sa bulle, comme les termes un petit peu que je n'aime pas, mais qu'on est obligé mhm, d'utiliser. Euh, j'ai dû en fait l'accompagner pendant 10 ans, justement parce j'étais confrontée à un système trop bridé qui, malgré qu'ils acceptaient mon fils parce qu'ils n'avaient pas le choix, parce que je ne leur ai pas donné le choix dans les écoles dites normales, comme on dit. Je me suis battue comme une dingue, mais aujourd'hui, je l'ai même déscolarisé 1 an pour qu'il puisse se reposer tellement il était épuisé et tellement j'étais épuisée aussi, pour qu'on puisse reprendre notre souffle, pour qu'on puisse mhm. ouais, simplement se reposer tellement la société nous balance des choses négatives, nous met dans des cases justement. Aujourd'hui, je l'ai réinscrit Mhm. là il y a peu à l'école. Donc, Mhm. c'est bien, c'est dans une école dite normale aussi, donc on s'accroche. Mais le système est fait vraiment pour nous mettre dans des cases, comme on disait, toutes les personnes sont intervenues, et c'est vraiment épuisant pour nous aussi. Donc de se ressourcer, comme Et c'est disait rassurant, Clarisse, voyons. c'était tellement important que moi, ça, je ne l'ai pas fait en fait, de me ressourcer. J'ai tellement donné pour Mhm. mon enfant, tellement apporté, parce que le cursus français, c'est pareil, hein, dès qu'on agit en tant que autisme, trouble autistique, et j'en passais des meilleurs. Moi, je sais que quand j'ai eu mon fils de 3 ans dans les bras, on m'a dit, vous le mettez en hôpital de jour, on va vous le médicamenter. J'ai fui cet hôpital. Oh, chouette. J'ai fui. J'ai pris mon enfant, j'ai pris ma feuille et je dis, vous m'en reverrez plus jamais. Mais et je suis partie encore, je me suis tournée vers l'Amérique, vers le Québec pour avoir d'autres formations, pour me former. Mais je me suis collée tout le monde à dos en France, littéralement. Les médecins, les écoles, les profs, tout le monde. Et c'est épuisant. Mais aujourd'hui, il ne parlait pas. Il ne parlait pas du tout, mon enfant, à l'âge de 3 ans. Aujourd'hui, c'est un moulin à paroles. C'est fatigant aussi, des fois. Mais voilà, j'ai réussi. Et c'est vrai que c'est important, et que ce soit même dans le biais de notre travail, de se ressourcer aussi. Puisque aujourd'hui, j'accompagne des autres et c'est vrai qu'on se donne à cœur pour les gens, hein. On a envie de les propulser un petit peu en avant. Et puis, mais c'est vrai que moi, je n'avais pas compris cette importance de se ressourcer. C'était à ce Mais niveau que je voulais. rappelle-toi le mastermind précédent sur la Oui, communication, hein. On insiste sur le fait de se ressourcer et oui, de trouver des moyens de se ressourcer. oui, Et c'est pas parce que c'était dans Tout le monde communique peut se connecter que ça oui, n'est pas applicable ici, hein. oui. C'est le même chemin. Tout à fait. Merci beaucoup, Natacha. Merci infiniment pour ton partage. Oui, oui. OK. Je peux ajouter une chose, Oui, s'il te plaît? oui, Bon, sûrement. je vais devoir vous laisser, mais je voudrais raconter une expérience que j'ai faite au mois de mars dernier, qui m'a beaucoup marqué parce que je crois que Gérald a évoqué le concept d'encouragement dans sa présentation. Donc, Mhm. j'ai lu quelque part que l'encouragement, c'est l'oxygène de l'âme. Oui. L'oxygène de l'âme. Donc, j'ai fait cette expérience. J'ai une voisine, on habite tout près. Et puis, pendant la COVID, je ne l'ai pas entendu et je me suis dit que j'allais frapper à sa porte pour avoir de ses nouvelles. Et quand j'ai frappé, elle m'a répondu, elle m'a dit, mais c'est qui? J'ai dit, c'est Jean, ton voisin. Elle m'a dit, mais je ne te connais pas. Je lui ai dit, oui, c'est Jean. Et elle a ouvert la porte et quand on s'est vu, je lui ai dit, bon, je ne t'ai pas entendu puisque nous sommes en période de crise. Je voulais avoir de tes nouvelles pour savoir comment tu vas.
Et là, elle s'approchait tout près de chez moi pour commencer par me dire, je suis très content, et commencer par m'expliquer des choses qui la dérangeaient. Elle avait des problèmes au niveau de l'œil. Elle faisait face à pas mal de difficultés. Et là, je l'encourageais, je lui ai dit, je suis certain que ça va aller, donc tu peux compter sur mes prières, tu es dans mes pensées, mes prières. Et là, donc la conversation ne pouvait pas terminer parce qu'elle était tellement excitée à pouvoir continuer. Là, je devais m'en aller. Et une semaine plus tard, j'ai entendu quelqu'un frapper à ma porte, c'était elle. Donc, elle voulait me rendre la réciprocité. Ah, ben écoute, génial. Ouais. Super, ça, Jean. Ouais, donc, elle m'a dit, Jean-Hens, la dernière fois, tu étais venu me parler et je ne t'ai pas entendu. Je voulais te rendre la réciprocité. Ça m'a beaucoup marqué. Je me suis dit, waouh, l'encouragement, ça compte beaucoup, surtout en temps de crise. Lorsque les gens, ils sont déboussolés, ils sont désaxés, il leur faut de l'encouragement. Donc, c'était très inspirant de voulais quand même faire ce point dans le cadre de cette présentation. Merci. Non, merci infiniment à toi aussi et bravo pour ce pas, parce qu'en effet, quand tu vis dans une grande ville, hein, je crois, Jean, hein? À Montréal. Oui, mais quand on vit dans des grandes villes, en effet, c'est les relations avec le voisinage, c'est pas la même chose que quand on est dans des plus petites villes ou dans des campagnes et le voisin, on sait qu'il est là, mais on ne sait pas très bien à quoi il ressemble et donc on s'en méfie beaucoup plus. Tandis que dans des petites villes ou dans des villages, on les croise généralement en rue et donc on les reconnaît et la relation est déjà différente à la base. Mais merci beaucoup pour ce partage. Superbe. Superbe. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite encore intervenir ou faire un commentaire. Autrement, je voulais vous remercier toutes et tous d'être venus, d'avoir partagé pour ceux qui ont pu ou eu envie de partager. Et si il y en a d'entre vous qui souhaitent que je leur explique ce qu'est la John Maxwell Team, je suis à leur disposition. Autrement, eh bien, je serai très heureux de vous revoir la semaine prochaine à la même heure. On parlera à ce moment-là de, j'ai besoin de mes notes parce que j'ai oublié, d'écouter les autres, voilà, et de comprendre les autres. Donc un beau programme parce que on va continuer en effet ce trajet dans l'influence et l'influence qui aide les autres à grandir et à se développer. Merci beaucoup. Merci Gérald. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir. À Bislama. la prochaine. Merci. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bah alors, voilà. Salut, Au revoir. Salut Virginie. Au revoir Basile. Au revoir. Vraiment, je me comprenais, je suis en train de rouler. Oui, j'ai bien compris. Je vois que tu vas bien. C'est une très bonne nouvelle. Oui, ok, merci. Je venais d'une petite réunion avec Ben voilà. mon noyau d'aînés Mastermind. Ah, super. Ça s'est bien passé. Oui, ça s'est bien passé. Je suis en train de faciliter un peu le transport à certains d'eux en les déposant ça et là, avant de rentrer chez moi à la maison. Voilà pourquoi. Tu joues taximène en plus. Non, je ne suis pas taximène. Je plaisante. Je ne connais pas ce métier. Je plaisante. J'ai raté bien les bonnes choses, alors prochainement, je vais essayer d'être à temps, quoi. Ah, si tu sais, oui, ça serait top pour toi, parce que voilà, mais tu sais que tu es toujours le bienvenu, Basile. À bientôt. Okay. À bientôt. Yeah. Bonsoir, Vianney. J'espère que la session a été intéressante et que tu as passé une bonne soirée aussi. Oui, c'était très bien. C'est vraiment enrichissant en fait. Ah, mais superbe. Ça.
Voilà, ben écoute, comme ça tu goûtes ce qu'est la John Maxwell Team et ce que l'on a à offrir et à partager entre nous. Oui, c'est très intéressant. Et si un jour tu souhaites qu'on en parle en individuel, plus en détail, je suis à ta disposition quand tu veux. D'accord? C'est gentil. Oui. Hein, voilà, je ne sais pas ce que tu fais dans la vie, mais Elle apprend comme toi. Ouais, ouais. attends, Ah, je vais le mettre. coach, c'est lui. je- Donc, Vianney, je ne sais pas, tu fais quoi dans la vie? Raconte-moi en 2 secondes si tu peux. Oui, en fait, actuellement, je travaille dans un centre d'appel aussi chez Intetia. Je suis sur la Ah, rue du commerce et en même temps, en fait, je fais tu es un où? petit peu. Tu es en France ou bien tu es dans quelle Non, je suis région à du monde? Mada aussi. À Mada. Ah, pardon, ok, Oui, d'accord. et ça m'arrive des Sorry. fois de venir en France pour des Non, non, vacances. très Et là bien. aussi, actuellement, je participe au concours des jeunes entrepreneurs. Et des fois, je D'accord. viens en France pour le concours. Ok, Oui, bien. Et quoi, tu es étudiante et tu travailles dans un centre d'appel en même oui, temps ou bien... Ah, ok, effectivement. très bien. Superbe. Et tu fais des études dans quel domaine? C'est dans l'économie. Super. Oui. Et en quelle année es-tu? En master, en quatrième année. Donc c'est la dernière? Ou tu y te restes Non, encore un an c'est après? master one. J'ai pas encore Ok. le. Oui, Il y a 2 années de master, c'est ça? oui, c'est ça. Très bien. Ah, et bon, ben, et ça s'est bien passé cette année-ci? Oui, c'est Ah, bien ben, je passé. te Maintenant, il y a le félicite. confinement. Actuellement, il n'y a pas de cours à la fac. Et au niveau Oui. du concours aussi, en fait, c'est toujours reporté. C'était prévu pour le mois de mai. Et puis, ça a reporté Ah, pour le mois de juin. Et puis, là, actuellement, ils disent que ce sera pour le mois de juillet. Et c'est prévu pour le 24. Mais là, mhm, vous voyez, à Tana, c'est le confinement total. Du coup, il y a des difficultés au niveau de circulation. oui. Tu vois, en Là, je ne sais Belgique, pas si je pourrais faire la présentation le 24, puisque c'était prévu pour le 24 la présentation. ah, tu as une présentation à devoir faire. Oui, pour le concours des jeunes entrepreneurs. Ah, ok, oui, oui, pardon, oui, 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 évidemment. Mais et tes études, ton master, Concours Jeune Entrepreneur fait partie du master? Oui, D'accord, d'accord. Ah bien, ben top, top, top. c'est gentil. Eh bien, je te souhaite plein de succès. Et, Merci euh, beaucoup. et si tu as des gens que tu connais que le sujet que l'on aborde ici intéresse, tu peux les inviter. Oui, C'est ce que j'appelle open bar. Donc, tout qui est intéressé et qui veut faire venir des amis en même temps, eh bien, il n'y a pas de limite. Donc, euh, n'hésite pas à inviter d'autres. Si oui, tu n'as pas envie, tu n'invites personne, c'est libre de nouveau, hein. OK? non, je pense que ça va les intéresser aussi. Je ne peux pas, je n'oserais pas me mettre à la place des autres. Chacun décide comme il veut. Mais voilà. Mais donc, tu peux inviter d'autres personnes Oui, et je les comprends. encourager à venir. Voilà. OK? Oui. Superbe. Je te souhaite une très Je te belle soirée. remercie beaucoup pour le partage. Mais c'est avec plaisir. C'est avec plaisir. Je trouve que c'est un superbe contenu. Oui. En fait, ce qui est bien, ça va aider personnellement et surtout professionnellement aussi. Ah, ben alors voilà. Hein. Et tu apprends d'un vieux singe qui a déjà un peu roulé sa bosse, donc c'est bon aussi. Hein. Euh, donc tu profites de mes grimaces, c'est très bien. Hein. Voilà. Non. Non, mais je plaisante, mais euh, c'est- il faut savoir rire de soi, c'est beaucoup mieux. Oui, La vie est plus sympa. Enfin, c'est ma philosophie en tout cas. mais c'est Voilà. bien. Ok, superbe. Eh bien, écoute, si tu n'as pas d'autres questions, je te souhaite une très bonne soirée. Si par contre je suis trop rapide et que tu as une autre question, je t'en prie. Non, tout était très clair. Tant mieux, fabuleux. Merci Be- beaucoup et bonne soirée à toi. Pareillement, belle soirée, bonne semaine. On se revoit dans 8 Merci. jours.
Oui. Au revoir, Vianney. Non, Au non. revoir, Basile. Ok, au revoir. Au revoir. Salut. Merci. De rien dit.